Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle matinale RSM et nous sommes ravis de vous retrouver sur ce format des matinales, des webinaires de 45 minutes que nous vous proposons le vendredi matin. Ces webinaires, ils nous permettent d'aborder l'actualité, les enjeux de vos entreprises, en lien toujours avec les larges et différents domaines d'expertise de RSM, social, fiscal, financier, juridique ou RH, et de décrypter pour vous l'actualité, les obligations qui sont toujours très changeantes et complexes. Aujourd'hui, nous vous proposons une thématique sociale puisque nous allons parler inaptitude au travail. Que doit faire l'employeur en 2025? Alors, nos deux experts ce matin qui vont aborder ce sujet avec vous et animer cette matinale, nous avons Giovanni, responsable pôle social. Alors, Giovanni, vous ne le voyez pas parce que sa caméra est coupée. On s'en excuse, on a eu un petit problème technique impossible à résoudre ce matin, mais vous allez très bien l'entendre et voilà, il va prendre la parole ce matin sur cette thématique. Et Marie, qui est associée chez RSM. Donc tous les deux, ils accompagnent nos clients dans la réponse à leurs problématiques RH, droit social, dans leur mise en conformité avec le droit du travail et aussi bien d'un point de vue stratégique qu'opérationnel. Quant à moi, je suis Aurélia, consultante RH et je serai là pour accompagner ce webinaire. Avant de leur passer la main à nos deux experts, quelques mots très rapidement sur le réseau RSM. Donc, nous sommes un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil. En France, nous sommes un réseau de proximité puisque nous sommes présents dans les principaux pôles régionaux. Et nous sommes également présents à l'international. Nous sommes le 6e réseau mondial d'audit, d'expertise comptable et de conseil. Je n'en dis pas plus et je laisse tout de suite la main à nos experts du jour qui vont dérouler leur présentation. Merci Aurélia, donc Giovanni Terranin. Donc encore une fois, désolé pour la caméra désactivée, mais ce n'était pas pour avoir multiplié les efforts ce matin, mais tous ont été voués malheureusement à l'échec. Voilà. Donc au programme, sur la matinée, le constat d'inaptitude, premier point, l'obligation de reclassement qu'animera Marie tout à l'heure, les suites de l'avis d'inaptitude, quelles indemnités verser en cas de licenciement pour inaptitude? Et enfin, l'actualité jurisprudentielle récente qui sont relativement abondantes en matière d'inaptitude. Un temps de questions-réponses si nous avons le temps. Vous dire simplement en introduction aussi, on a souhaité retenir ce sujet de l'inaptitude, non pas parce qu'il y a on va dire un bouleversement législatif. Hein. Le bloc législatif n'a pas été modifié ces derniers temps, donc je vous rassure. On a profité d'une actualité qui correspond en réalité à l'actualisation et la modification de l'avis d'inaptitude applicable au 1er juillet 2025, que l'on va aborder tout à l'heure, pour évoquer ce sujet. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est le fait que nous nous sommes rendus compte, et on s'en rend compte depuis près de 25 ans, le législateur a effectivement cherché à simplifier le sujet de l'inaptitude, mais il reste quand même un sujet d'interrogation et d'inquiétude pour les chefs d'entreprise dès lors que un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail. Donc il y a toujours en réalité des précautions, en tout cas des points de vigilance à avoir en tête et surtout, bien évidemment, à gérer correctement le dossier d'inaptitude lorsqu'il se présente au service RH ou bien vis-à-vis d'un chef d'entreprise. Alors, attaquons sur le premier sujet, le constat d'inaptitude. D'abord, l'inaptitude. Donc, juste, bien évidemment, en introduction, qu'est-ce que l'inaptitude? Donc, le Code du travail, c'est l'article 46-24-4 qui le définit. Un salarié est déclaré physiquement inapte par le médecin du travail lorsque celui-ci constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation, de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé de l'intéressé justifie un changement de poste. À l'inverse, un salarié est déclaré apte si son état de santé lui permet d'être réintégré sur son poste, si nécessaire, après la mise en œuvre de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation, de transformation du poste ou d'aménagement du temps de travail. Autre précision importante, l'inaptitude, comme vous le savez, est de deux types. Soit elle est liée à la vie professionnelle du salarié, auquel cas on appellera l'inaptitude professionnelle, exemple à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. En revanche, l'inaptitude
son origine est sans lien avec le travail, on appellera ça une inaptitude non professionnelle, exemple la suite d'une maladie. Le distinguo professionnel non professionnel est d'importance, hein, comme vous le savez, puisque les conséquences indemnitaires à la sortie ne sont pas les mêmes, et Marie tout à l'heure développera ce point. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un AT-MP, accident du travail, maladie professionnelle, s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le montant où elle est constatée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. On verra tout à l'heure dans la jurisprudence, il y a quelques changements notables qu'il convient d'avoir en tête concernant cette notion de l'employeur a-t-il eu connaissance de cette origine professionnelle d'une attitude et comment doit-il le gérer à la sortie au moment, le cas échéant, d'un licenciement et le versement des indemnités de rupture. Position de Cour de cassation est relativement contraignante ici pour l'employeur. Le second sujet, c'est à quel moment constater l'inaptitude. Bien évidemment, on a tous en tête l'inaptitude est constatée lors de la visite de reprise. Alors, on rappelle que la visite de reprise se fait obligatoirement dans les conditions suivantes. Après un congé de maternité, bénéfice pour les salariés bénéficiant d'un suivi individuel renforcé ou travaillant de nuit, après l'absence pour cause de maladie professionnelle, quelle que soit la durée, après absence pour accident du travail pendant au moins 30 jours, après absence pour maladie ou accident non professionnel de plus de 60 jours. L'initiative de la visite médicale de reprise, elle incombe à l'employeur, ça n'a pas changé. L'employeur doit également organiser, ça c'est un point aussi de vigilance à avoir, lorsque l'employeur est informé du classement du salarié en invalidité deuxième catégorie, sauf si l'intéressé manifeste sa volonté de ne pas reprendre son poste de travail. L'employeur ne peut pas se contenter d'inviter le salarié à prendre rendez-vous, c'est bien l'employeur qui doit prendre attache avec les services de la médecine du travail. Donc, l'employeur contactera les services de la médecine du travail et enverra effectivement une convocation aux salariés. Le moment, lors de la reprise, bien évidemment, on sait que c'est difficile, hein, vu parfois le timing et le calendrier très chargé des services de la médecine du travail, au plus tard, dans un délai de 8 jours qui suit la reprise. Le point de vigilance ici à retenir, c'est le salarié qui ne se rend pas à l'examen du médecin du travail peut commettre une faute grave, entraînant, le cas échéant, des sanctions disciplinaires. L'autre moment pour constater l'inaptitude, c'est un sujet qui posait problème par le passé et qui aujourd'hui est à peu près stabilisé, on va dire ça comme ça. On a dit tout à l'heure, on vient de terminer le slide, visite de reprise, bien évidemment, mais également à n'importe quelle autre visite, y compris celle à l'initiative du salarié. Donc ça, il faut bien aussi avoir en tête qu'un salarié peut prendre l'initiative d'une visite médicale auprès du médecin lorsqu'il anticipe lui aussi une inaptitude et solliciter une visite médicale parfois aussi généralement, ce qui arrive le plus souvent dans une démarche de maintien de l'emploi. Sachez que cette inaptitude peut être également constatée à l'occasion de ce type de visite. Donc ça veut dire que l'entreprise là n'a pas forcément la main de la visite de reprise et qui va susciter l'inaptitude. La seule exception qu'il faut noter, c'est que le médecin n'est pas en mesure, juridiquement, légalement, de constater l'inaptitude à l'occasion d'une visite de pré-reprise. Troisième point important, l'avis d'inaptitude pas à pas. Alors, on a souhaité être un peu didactique sur ce sujet. On a repris le formulaire qui est présent et que vous pourrez consulter sur le journal officiel et qui est applicable depuis le 1er juillet. C'est un arrêté du 3 mars. C'est la raison pour laquelle vous avez annexe le 3. Donc, c'est le document officiel qui est présent sur le journal officiel. Et c'est en principe le document sur lequel, en fait, les services de la médecine du travail se sont calés pour définir et déclarer l'inaptitude. Donc là, le premier pavé, donc on a fait des captures d'écran. Le premier pavé, en fait, rien de particulier. Vous avez le pédigré du salarié, nom, prénom, date de naissance. Le point de vigilance ici, c'est simplement de vérifier que l'identité est correcte, bien évidemment. Deuxième pavé de la déclaration d'inaptitude, c'est tout ce qui concerne le poste de travail et l'intitulé du poste.
Donc là, nous considérons qu'il est quand même important que l'employeur vérifie que le médecin du travail a bien noté le bon poste de travail. Hein. Donc ça, c'est toujours un souci, puisque parfois, il y a des petits décalages qui se situent entre le poste qu'indique le médecin et le réel poste employé, occupé par le salarié. Donc ça, c'est un point important qui mérite effectivement de veiller à ce que le poste coïncide avec la réalité du poste de l'intéressé. Le troisième pavé, c'est le type d'examen. On l'a vu tout à l'heure, hein, que dans le cadre de l'inaptitude, le médecin du travail doit cocher à quel moment il déclare l'inaptitude. Donc le plus souvent, bien évidemment, c'est la visite de reprise. Mais vous voyez juste en dessous de la visite de reprise, vous avez la visite à la demande. Donc là, il y a cette notion que le salarié peut effectivement réclamer une visite médicale à l'initiative, à l'origine pardon, de l'inaptitude. Le second, le sujet là, effectivement très important à retenir, c'est la déclaration d'inaptitude. On verra tout à l'heure là les 5 points à retenir, c'est que le médecin du travail doit cocher, lorsqu'il aboutit à la déclaration d'inaptitude, doit cocher toutes les cases, à la fois la date de la première visite, l'étude de poste, l'étude des conditions de travail, l'échange avec l'employeur et la date de la dernière actualisation de la fiche d'entreprise. Il y a une réminiscence du dispositif législatif ancien, c'est le cas échéant, le médecin peut déclarer, est en mesure, quand c'est nécessaire, il est en mesure d'organiser une deuxième visite médicale espacée de 15 jours. Généralement, aujourd'hui, avec la simplification législative, bon nombre de médecins du travail aboutissent à la déclaration d'inaptitude dès la première visite et n'entérinent pas une seconde visite médicale espacée de 15 jours. Néanmoins, retenez que ça peut arriver dans des cas, on va dire, qu'il convient vraiment de retenir, c'est les 5 formalités que le médecin du travail se doit de respecter. C'est la première chose, l'examen médical de l'intéressé, accompagner le cas échéant d'examens complémentaires, permettant un échange sur des mesures d'aménagement, d'adaptation, de mutation ou la nécessité de proposer un changement de poste, l'étude de poste, bien évidemment, que le médecin se doit de réaliser, une étude des conditions de travail dans l'établissement ou l'entreprise, bien sûr, et indiquer la date d'actualisation de la fiche d'entreprise. Et dernier point, il doit y avoir un échange avec l'employeur. Alors, l'employeur, toutes ces conditions doivent être respectées. Il est important que l'employeur respecte, en fait, enfin, en tout cas, coopère et se coordonne avec le médecin du travail à toutes les phases, à toutes ces formalités, puisqu'elles sont extrêmement importantes et qui aboutissent à l'inaptitude du salarié. Avant-dernier pavé de la déclaration d'inaptitude, ce sont les conclusions. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin est éclairé par des conclusions écrites assorties d'indications relatives au reclassement. Ici, le point de vigilance, bien évidemment, c'est le sujet qui est le plus touchy dans le cadre de démarche d'inaptitude. C'est ces fameuses indications qui peuvent déclencher une recherche de reclassement incombant à l'employeur. Donc là, lorsque les indications ne sont pas claires, il est impératif effectivement de demander des éclaircissements au médecin du travail. Exemple qu'on peut donner, c'est par exemple inapte à son poste, mais apte à un poste similaire dans un environnement de travail différent. Là, lorsque la lumière est éteinte, il faut demander au médecin du travail de la rééclairer pour essayer de comprendre ce qu'il a bien voulu dire à ce niveau-là. Et dernier pavé de la déclaration d'inaptitude, c'est le sujet qui est quand même, quand on est confronté à cette situation, pardon, c'est la possibilité qu'a le médecin du travail de cocher l'un des 2 cas de dispense de reclassement qu'évoquera tout à l'heure Marie. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié et l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement. Et la nouveauté de l'arrêté du 3 mars, effectivement, il est clairement expliqué et précisé dans l'avis que le reclassement est également dispensé de consulter le CSE sur une proposition de reclassement au demeurant, effectivement, inexistante, puisque l'employeur est dispensé de rechercher une solution de reclassement. Dernier
Dernier point de la déclaration d'inaptitude, c'est date, nom, qualité du médecin, bien évidemment, signature du salarié, puisque le salarié se doit se doit être destinataire de l'avis d'inaptitude. Et retenez quelque chose qui est souvent omis par bon nombre de services RH ou chefs d'entreprise, c'est que vous avez des voies de recours contre l'avis médical d'inaptitude. Ils sont rappelés juste en bas de l'avis d'inaptitude. Vous avez un délai de 15 jours pour contester l'avis d'inaptitude, l'employeur comme le salarié, et le recours est porté devant le Conseil des prud'hommes, territorialement compétent. Voilà, j'en suis arrivé au bout de l'avis d'inaptitude, et là je passe la parole à Marie qui va vous parler du reclassement. Merci Giovanni pour ces premiers éléments. Du coup, effectivement, je vais reprendre la suite concernant la partie qui concerne le reclassement du salarié. Donc, soit le salarié est considéré complètement inapte à tout poste, et là, c'est une autre étape, mais là, on parle vraiment du salarié qui peut faire l'objet d'un reclassement. Donc, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait auparavant, l'employeur lui propose alors un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social économique, donc le CSE, si l'entreprise en a, les conclusions écrites du médecin. Donc ça, c'est vraiment reprendre les éléments inscrits par le médecin du travail, les indications qu'il formule sur les capacités que le salarié a à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Donc, le médecin du travail formule également des indications sur cette capacité du salarié à bénéficier, s'il le faut, d'une formation pour réacquérir des nouvelles compétences pour pouvoir occuper un nouveau poste adapté à ces compétences qu'il a encore. Donc là, effectivement, engager éventuellement une formation. Dans ce cas-là, il faut respecter quelques points de vigilance. Du coup, le salarié doit se voir proposer un autre emploi approprié à ses capacités, donc définies par le médecin du travail. Les postes temporaires doivent rentrer dans le champ de ces propositions, donc notamment les contrats en CDD. L'employeur doit faire préalablement valider par le médecin du travail le ou les postes de travail qui peuvent être envisagés. Donc, comme l'a dit Giovanni tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a quand même tout un point d'avancement avec le médecin du travail. Il y a des échanges à avoir pour savoir bien définir les capacités du salarié et voir si les postes qu'on lui propose sont bien en corrélation avec ses capacités définies. Au niveau du point 2, du coup, quelle est l'étendue de cette obligation ? L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. Donc là, je répète, voilà, il y a vraiment cet échange avec le médecin afin de bien trouver la corrélation entre ce que le salarié est capable de faire et le poste qu'on peut lui proposer. Donc, la Cour de cassation, dans un arrêté de janvier 2022, cette présomption instituée par l'article L226-12 du Code du travail ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi qu'il avait précédemment occupé, au besoin pour la mise en œuvre de mesures telles que mutation, aménagement, adaptation ou transformation de postes existants ou aménagement du temps de travail. Donc, il y a vraiment une vraie réflexion auprès de l'employeur pour vraiment adapter son entreprise, ce poste, aux capacités du salarié. Cette affaire de reclassement, elle est vraiment pas évidente. Quand on rentre dans ce process, il y a une vraie réflexion et une vraie attente de l'employeur. Ce qu'on peut aussi avoir comme autre contrainte dans cette partie de reclassement, c'est que le poste à rechercher, il doit se faire au sein de l'entreprise, mais également au sein du groupe, donc des entreprises auxquelles l'entreprise peut appartenir à un groupe. Et du coup, là, c'est très important, c'est qu'il faut vraiment avoir ce regard à 360. Entreprise plus groupe, qui sont situés sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut vraiment prendre en compte, c'est vraiment cette notion de groupe. Qu'est-ce que ça veut dire, cette notion de groupe? Elle désigne, du coup, le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies, du coup, par les articles du Code de commerce qui sont le L233.1, L233.3 et L233.16. Donc, c'est vraiment ces notions de groupe qu'il faut prendre en compte. Le point de vigilance à retenir, c'est les possibilités de reclassement au sein d'un groupe du salarié déclaré inapte physiquement à son poste de travail s'apprécient au plus tard au moment de la notification de licenciement de l'intéressé. Donc là, pareil, c'est les timings qu'il faut bien respecter. Point suivant, du coup, les 2 cas de dispense de reclassement prévus par la loi. Donc là, c'est de nouveau le médecin du travail qui, lorsqu'il a exprimé sur les documents que Giovanni vous a présentés tout à l'heure, a exprimé du coup sur l'avis d'inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Donc là, c'est un point, ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'employeur, dans ce cas-là, il n'est pas tenu de rechercher ou de proposer à son salarié une solution de reclassement. Et du coup, dans ce cas-là, il peut enclencher la procédure de licenciement du salarié sans avoir l'obligation de consulter le CSE. Et ça a bien été confirmé par la Cour de casse du 8 juin 2022. Là également, petit point de vigilance, se référer aux termes précis de l'avis émis par le médecin du travail pour s'assurer que l'employeur est bien dispensé de rechercher une solution de reclassement. Parce qu'effectivement, une fois de plus, avant d'entamer cette procédure de licenciement, bien voir qu'on n'a pas de reclassement à faire et si on en a, entamer ce reclassement en fonction de l'entreprise, du groupe, du territoire. Point suivant, quoi faire en cas d'impossibilité de reclassement? Donc, l'obligation d'informer le salarié des motifs justifiant l'impossibilité de reclassement. Dans ce cas-là, effectivement, il faut lui dire les raisons, il faut bien lui exprimer par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement pour une bonne compréhension. On a fait les démarches, on n'a pas trouvé de solution, on lui écrit les motifs. Licenciement du salarié reconnu inapte si l'employeur est en mesure de justifier de son impossibilité à lui proposer un emploi compatible avec son état de santé ou du refus par le salarié d'un emploi proposé dans les conditions mentionnées ci-dessus et conforme aux préconisations du médecin du travail. Dans ce cas-là, si l'avis d'inaptitude mentionne expressément que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, là, voilà, c'est pareil, on engage la procédure de licenciement avec la procédure habituelle de licenciement. Alors, Giovanni, je te laisse la suite. Voilà, parfait, merci. Alors, les suites de l'inaptitude, là, les slides qu'on va vous projeter, c'est le résumé de ce que vient de vous dire Marie. Donc, en résumé, après la notification de l'avis, 2 possibilités, ça maintenant vous l'avez compris. Soit l'avis d'inaptitude est assorti d'un des 2 cas de dispense légale, donc c'est-à-dire tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ou bien l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Là, on enclenche, j'allais dire, la procédure de licenciement et on s'exonère à la fois de la consultation du CSE si on a un CSE en place, et on s'exonère également de la notification de l'impossibilité de reclassement, de la notification de l'impossibilité de reclassement auprès du salarié, et on enclenche la procédure qu'on va rapidement détailler tout à l'heure. Deuxième cas de figure, le plus embêtant pour les employeurs, c'est l'avis d'inaptitude avec un reclassement envisageable. C'est-à-dire que le médecin du travail a donné quelques indications à l'employeur pour rechercher une solution de reclassement. Là, l'employeur est tenu de mener une recherche de poste de reclassement selon les recommandations du médecin. Il doit également, en présence d'un CSE, un comité socio-économique, une parenthèse, j'ouvre la parenthèse et je la ferme, est obligatoire à partir d'un effectif de 11 et plus. Dans ces conditions, il faut organiser à la fois une réunion avec le CSE, organiser un vote et bien évidemment un PV de réunion, y compris quand l'employeur n'a pas trouvé de solution de reclassement.
la possibilité donc, de cas de figure. Nous avons une proposition de reclassement, le salarié donc conforme à l'avis du médecin, et là, il est impératif d'obtenir l'accord du médecin du travail. Le salarié accepte, là, on aménage le poste, ou bien il y a un avenant éventuellement à proposer aux salariés. On verra tout à l'heure les informations minimales que nous sommes tenus en réalité de donner aux salariés. Le salarié refuse, et là, effectivement, on est dans un schéma où on se retrouve dans un cas d'impossibilité de reclassement. Et dans cette hypothèse, on informe le salarié des motifs qui conduisent à cette impossibilité de reclassement et on engage la procédure de licenciement. La procédure de licenciement à proprement parler, on l'évoquera tout à l'heure, pardon, juste revenir sur la notion de reclassement, puisque c'est un moment, une séquence qui est toujours un petit peu délicate à gérer, c'est qu'est-ce qu'on donne comme information aux salariés. Donc là, l'information à minima doit être faite par écrit aux salariés, après l'avis du CSE bien évidemment. On indiquera le poste, les fonctions, la rémunération, le temps de travail, le lieu, l'éventuelle mobilité que l'on peut insérer dans le contrat, d'autres dispositions conventionnelles, bien évidemment, et on accorde un délai de réflexion et de réponse suffisant aux salariés. La procédure légale, on n'en parlera pas dans le détail ce matin, mais quand on a abouti, si vous voulez, à cette impossibilité de reclassement notifié aux salariés, c'est la procédure classique, si vous voulez, qui se met en route, c'est-à-dire l'envoi par lettre recommandée ou remise en main propre d'un courrier de convocation. On respecte 5 jours ouvrables minimum, on a un entretien, et à l'issue de 2 jours francs minimum, on notifie le licenciement aux salariés, et la lettre de licenciement doit obligatoirement, effectivement, mentionner l'inaptitude physique, bien évidemment, mais surtout l'impossibilité de reclassement. À défaut, le licenciement pourrait être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et on en arrive à les sanctions. Alors, dans l'hypothèse, effectivement, d'une inaptitude d'origine non professionnelle, en cas de licenciement prononcé par l'employeur en méconnaissance de son obligation de reclassement, d'où l'importance, bien évidemment, de faire une recherche de reclassement active et sérieuse, ou celle de consulter le CSE. Et là, j'ouvre une parenthèse également, dans l'hypothèse d'une entreprise qui n'aurait pas mis en place un CSE et qui ne disposerait pas de délai de carence de moins de 4 ans, on est aussi concerné par cette sanction. Le licenciement sera qualifié de sans cause réelle et sérieuse et ouvrira droit à l'indemnité prévue par l'article du Code du travail, c'est-à-dire en réalité le barème Macron que aujourd'hui tout le monde connaît. Indemnité cumulable avec l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis. En présence d'une inaptitude d'origine professionnelle, là, les sanctions sont beaucoup plus lourdes finalement pour l'employeur. En cas de licenciement donc prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien des avantages acquis. Et en cas de refus de réintégration, puisqu'elle n'est pas obligatoire par l'employeur ou par le salarié, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions légales applicables au licenciement nul ou prononcé en violation d'une liberté fondamentale, c'est-à-dire, en d'autres termes, 6 mois de salaire minimum, donc là, la sanction est beaucoup plus lourde financièrement, sans condition d'ancienneté ni d'effectif. Donc là, vraiment, nous attirons votre attention sur ce point d'ancienneté et d'effectif. Donc, si vous comprenez bien le propos sur ce sujet-là, une ancienneté même d'un salarié qui aurait moins d'1 an d'ancienneté se verrait accorder des dommages d'intérêt relativement conséquents et indépendamment du barème Macron. Cette indemnité se cumule avec l'indemnité compensatrice, le cas échéant, et l'indemnité spéciale de licenciement, sauf disposition conventionnelle plus favorable. Ce montant de l'indemnité, les montants de l'indemnité, c'est Marie qui va vous les détailler tout de suite. Effectivement, je vais reprendre du coup la main sur quelle indemnité de rupture en cas de licenciement pour inaptitude. Effectivement, à un moment donné, on va rentrer un peu plus dans qu'est-ce que ça va nous coûter. Effectivement, en cas d'inaptitude, on revient sur nos 2 cas. En cas d'inaptitude non professionnelle,
et l'autre cas qui sera du coup en cas d'inaptitude, cette fois-ci professionnelle. Si on vient dans notre premier cas, nous sommes du coup dans l'inaptitude qui est déclarée non professionnelle. Du coup, ce que ça va coûter, c'est le droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, CCN ou légale si elle est plus favorable. Ça, c'est les règles habituelles. Pas d'indemnité compensatrice de préavis, sauf disposition conventionnelle contraire. Et prise en compte du préavis pour le calcul de l'indemnité de licenciement. Si on va dans le cas du coup de l'inaptitude professionnelle cette fois-ci, du coup, l'indemnité compensatrice du montant égal à l'indemnité de préavis. Attention, il ne s'agit pas d'une indemnité ouvrant droit à congé payé. L'indemnité conventionnelle de licenciement ou, si elle est plus favorable, l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale. Donc là, effectivement, on en vient sur des éléments un peu plus coûteux. Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié selon les 12 ou les 3 derniers mois. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur si le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est considéré comme abusif. Concernant le point suivant, c'est reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'1 mois. Donc, effectivement, ce délai d'1 mois est quand même à prendre en considération parce que si, effectivement, au bout de ce délai d'1 mois, on n'est pas arrivé à la fin de la procédure, obligation de reprendre le versement du salaire dès l'expiration du délai de 1 mois à compter de la déclaration de l'avis d'inaptitude si le salarié n'est pas reclassé. Donc là, effectivement, il y a un espèce de compteur qui se met en route. Et du coup, si à l'issue de ce 1 mois, on n'est pas arrivé au bout, on doit reprendre un versement de salaire. Le salaire correspondant du coup à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de ce contrat de travail. Petite règle d'attention, c'est le salaire est fixé forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension. Mais l'employeur ne peut pas déduire de ce salaire les IJSS qui auraient été versés par la Sécurité sociale. Et ça, c'est une règle de la Cour de cassation de mars 2023. Giovanni, je te relaisse la main sur les actualités jurisprudentielles qui sont denses. Voilà, exactement. Donc, en fait, à ce stade, il nous reste à évoquer les actualités jurisprudentielles parce qu'en réalité, autant, je le disais en introduction, que les dispositions législatives, depuis les nombreuses réformes qui sont intervenues, ne font pas l'objet, là, au mois de novembre, si vous voulez, depuis ces derniers temps, de bouleversement. En réalité, la jurisprudence, elle reste abondante et il faut énormément, il faut surtout en tenir compte puisque ça change beaucoup la stratégie et les obligations que doivent respecter les employeurs en la matière. Le premier arrêt qui nous a paru effectivement pertinent de relever, alors de manière question-réponse, si vous voulez, pour faire simple, c'est une série de 3 arrêts de septembre dernier. Une demande de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une décision de reconnaissance par la CPAM suffit-elle à déclencher l'application de la protection des salariés victimes d'un accident du travail ou maladie professionnelle contre le licenciement? La réponse de la Cour de cassation, étonnamment, elle fait une sorte de revirement, on va dire, de positionnement sur ce sujet-là. Elle répond là, depuis septembre dernier, non, en illustrant sa réponse à travers 3 arrêts là, du 10 septembre jusqu'au 25 septembre, selon laquelle la décision de la CPAM sur la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident ne suffit pas pour faire bénéficier le salarié des règles protectrices contre le licenciement. Il appartient au juge prud'homal, en cas de contestation de l'existence de cet accident, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. Donc un arrêt très important, enfin une série de 3 arrêts relativement importants pour les employeurs, puisque la Cour de cassation avait pris une position un peu plus, on va dire, restrictive par le passé, considérant que le salarié qui avait obtenu une reconnaissance de maladie pro ou du caractère professionnel de l'accident à la suite d'une décision CPAM non contestée par l'employeur, emportait l'application des règles protectrices du licenciement d'origine professionnelle, du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, pardon. Donc là, c'est un élément, ce sont 3 arrêts relativement importants qu'il convient aujourd'hui effectivement de prendre en considération. Lorsque
L'inaptitude, lorsque l'inaptitude résulte d'un accident de trajet, est-ce qu'on applique les règles protectrices attachées au caractère professionnel de l'inaptitude? La réponse est non. Quand bien même la CPAM rembourserait des IJ plus favorables en la matière et applique les règles de l'accident du travail, en matière de licenciement, la règle est différente. La protection ne s'applique pas lorsqu'il y a effectivement une inaptitude suite à un accident de trajet. Autre arrêt intéressant à relever, l'inaptitude a-t-elle une origine professionnelle lorsque les juges du fond relèvent que l'inaptitude au poste avait au moins en partie pour origine des conditions de travail dégradées dans l'entreprise ayant pour conséquence un syndrome d'épuisement professionnel, ce qu'on appelle un burn-out, et que l'employeur en avait connaissance en raison de la formulation de l'avis d'inaptitude? Là, non, le constat n'est pas suffisant, car les juges n'ont pas constaté expressément que l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine un accident ou une maladie pro. Donc là, on retrouve le rôle prédominant du juge prud'homal pour la qualification du caractère professionnel de l'inaptitude. Autre arrêt important à tenir compte dans les obligations de recherche de reclassement qu'on a essayé de développer ce matin, c'est lorsque, un arrêt récent, du 22 octobre 2025, si le salarié refuse le poste de reclassement proposé à son employeur, proposé par son employeur dans le cadre de son obligation légale de reclassement, au motif que ce poste ne respecte pas les préconisations du médecin, est-ce que l'employeur peut continuer la procédure de licenciement pour inaptitude et impossible de reclassement? La Cour de cassation nous répond non. Lorsque le salarié conteste la compatibilité de l'emploi proposé avec les recommandations du médecin émises dans l'avis d'inaptitude, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier. À défaut, l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et le licenciement est abusif. Donc là, c'est toujours, on l'a dit tout à l'heure de manière un peu rapide, mais lorsqu'on a une obligation d'une recherche de reclassement, c'est-à-dire on n'est pas concerné par les cas de dispense, l'un des deux cas de dispense, et que l'employeur se doit de rechercher un reclassement, et si d'aventure il y a une solution de reclassement, il y a nécessité et de manière relativement impérative, l'obligation de solliciter le médecin pour le faire partager, si vous voulez, dans la solution de reclassement que l'on propose aux salariés. Et si le salarié le conteste, il faut ressolliciter le médecin. Donc là, les échanges entre le médecin et l'employeur, dans le cadre de cette séquence de reclassement, elle est relativement importante. Faut-il consulter le CSE lorsque l'employeur n'a pas identifié les postes de reclassement hors cas de dispense, bien évidemment, émanant du médecin du travail? Oui, on l'a dit tout à l'heure au moment du slide récapitulatif et de la procédure, l'employeur doit consulter le CSE sur les possibilités de reclassement du salarié inapte avant d'engager la procédure de licenciement pour inaptitude, même en l'absence de proposition de reclassement. La sanction, c'est un licenciement sans cause réelle et sérieuse si l'employeur omet la consultation du CSE. Peut-on poursuivre une procédure pour licenciement disciplinaire lorsque le salarié est déclaré inapte? Dès lors qu'un salarié est déclaré inapte, l'employeur ne peut le licencier que pour inaptitude et impossibilité de reclassement lorsqu'il a initié les procédures disciplinaires avant la déclaration d'inaptitude, y compris lorsque la procédure disciplinaire a été enclenchée. Et enfin, lorsque le salarié est déclaré inapte, est-ce que l'employeur est tenu à un délai pour lancer ses recherches? Non, mais un retard important et justifié dans le lancement et la conduite des recherches peut s'analyser en un manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et en particulier l'obligation de reclassement. Donc, retenez qu'à ce niveau-là, Marie en a parlé tout à l'heure, vous avez l'avis d'inaptitude avec des solutions de reclassement pendant un délai du mois. L'employeur, effectivement, c'est dans le Code du travail, doit faire ses recherches de reclassement ou procéder à son licenciement. Et le Code du travail est très clair sur le sujet. On nous dit, à l'issue du délai du mois, si le salarié n'est pas reclassé ou n'a pas fait l'objet d'une notification du licenciement, on doit reprendre le paiement du salaire. Il n'en demeure pas moins que quand on est en face d'une situation où l'employeur doit faire des recherches de reclassement, on déborde généralement ce délai du mois, puisqu'effectivement, c'est très délicat d'encadrer la recherche de reclassement avec les sollicitations, les interactions entre le médecin du travail et le salarié. Là, on déborde généralement le délai du mois. Mais ici, la Cour de cassation et les juges condamnent l'inertie éventuelle de l'employeur qui
j'allais dire, quand bien même maintiendrait le salaire au-delà du délai du mois, rechignerait, entre guillemets, à respecter son obligation de reclassement. Et là, le juge, en fait, peut, à un moment donné, s'il y a contentieux sur le sujet, peut effectivement sanctionner. Et dans le passé, on a eu des décisions jurisprudentielles, y compris en matière de résiliation judiciaire du contrat et de prise d'acte du contrat, prise d'acte de la rupture du contrat au tort de l'employeur par le salarié quand effectivement l'employeur en fait est dans une situation de relative inertie au moment du reclassement du salarié et bien évidemment de l'absence de notification de licenciement. Est-ce que le salarié déclaré inapte qui se voit prescrire un arrêt après l'avis d'inaptitude a droit au maintien de salaire par son employeur? Non, ça c'est ici un cas de figure très pratico-pratique que l'on rencontre. Un nouvel arrêt de travail du salarié après le constat de l'inaptitude par le médecin n'a pas pour conséquence d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime applicable à l'inaptitude. Conséquence, donc la suspension du contrat de travail a pris fin, la date de reprise, la date de la visite de reprise, ça c'est très important d'un point de vue juridique, constatant l'inaptitude. À compter de cette date, le salarié est sous le régime de l'inaptitude et la suspension du contrat de travail qui ouvre droit au maintien de salaire a pris fin. Il peut prétendre éventuellement aux indemnités journalières, effectivement, mais pas au maintien de salaire qui incomberait à l'employeur. Ah, c'était un dernier, pardon. Oui. Sur quelle base faut-il calculer le préavis dans le cas où le salarié en inaptitude d'origine professionnelle a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui d'un préavis? Ça, c'est ce que évoquait tout à l'heure Marie, dans le cadre du licenciement pour inaptitude. Rappelez-vous, vous avez, contrairement à l'inaptitude d'origine non professionnelle, vous avez l'obligation de verser une indemnité compensatrice à l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement au moins égale au double de l'indemnité légale. Et là, la réponse de la Cour de cassation est très claire. Le salarié a droit, s'agissant de l'indemnité légale de préavis prévue à l'article 1234.5 du Code, c'est cette indemnité prévue par le Code du travail et non pas l'indemnité conventionnelle de préavis, c'est-à-dire prévue par la convention collective applicable, sauf bien sûr disposition spécifique de la convention collective en la matière. Voilà, et je crois qu'on a respecté, Aurélia, notre timing. Tout à fait. Un grand merci à tous les deux pour votre présentation, pour vos éclairages. Alors, avant de passer aux questions, on a beaucoup de questions, peut-être en préambule. Malheureusement, on ne va pas pouvoir toutes les prendre. Je précise qu'il y a les coordonnées de nos deux intervenants dans la présentation qui vous sera fournie. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous contacter pour évoquer peut-être vos situations beaucoup plus spécifiques. J'ai vu que des fois, il y avait des cas assez spécifiques d'inaptitude. Donc, voilà, malheureusement, on ne va pas pouvoir prendre toutes vos questions, mais on reste évidemment à votre écoute. Et avant de prendre les questions, je tiens à préciser qu'on a aussi beaucoup de contenu sur le site RSM France. On essaye de vraiment vous éclairer sur les nouvelles législations, les nouvelles jurisprudences qui sortent et d'être à jour de tout ça. Et je tiens aussi à vous dire que nous avons une offre de formation. Donc voilà, ces formats de matinale, on essaye de vous donner le plus d'informations possible, mais on ne peut pas tout évoquer malheureusement. On a aussi donc des formations beaucoup plus complètes. On vous a mis le lien de notre catalogue de formation, voilà, avec quelques exemples. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à nous contacter pour qu'on puisse vous accompagner de manière beaucoup plus approfondie. Alors, si ça vous va, je vais prendre quelques questions, avec une question de Marine qui nous demande: quand la visite n'a pas lieu concomitamment à la reprise, comment faire? On met le salarié en congé ou on le fait reprendre malgré qu'il n'ait pas vu de médecin? Oui, alors je peux répondre, Aurélie, effectivement, c'est un souci. La solution de congé payé, donc on est dans l'hypothèse où la visite, il y a fin de l'arrêt de travail, et en fait, on a du mal à prendre attache avec le médecin du travail pour organiser la visite de reprise, et il y a un intervalle de temps qui est un petit peu étrange, où en fait, on ne sait pas quoi faire. Donc la solution de prudence, nous, qu'on conseille au niveau du cabinet, c'est effectivement surtout pas, en tout cas, de faire reprendre le salarié à son poste de travail, puisqu'on a une grosse interrogation sur l'aptitude, bien évidemment, de l'intéressé à occuper son emploi, parce que tout simplement le médecin ne s'est pas positionné. Dans ces conditions, effectivement, soit une dispense d'activité rémunérée qui incombe à l'employeur,
et il faudrait pouvoir le formaliser, ou bien effectivement une prise de congé en concertation avec, de manière pratico-pratique avec le salarié. C'est les solutions que nous préconisons également au cabinet. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est surtout pas à la fin de l'arrêt de travail et dans l'attente de la visite médicale de reprise du médecin, surtout pas, à notre sens, faire reprendre le salarié à son poste. Merci beaucoup. Alors, on avait une question de Sophie qui voulait réévoquer la fiche d'entreprise et elle nous demande pour la fiche d'entreprise, est-ce que c'est une mise à jour annuelle et est-ce que l'absence de mise à jour peut bloquer la procédure? Alors, ce sont effectivement des sujets qui, à ma connaissance, n'ont pas fait l'objet de solutions jurisprudentielles. Mhm. Je pense que, alors généralement, dans la vraie vie, le médecin du travail est relativement attentif à ça. On a rarement vu l'hypothèse, enfin les situations dans lesquelles le médecin du travail a zappé. Alors, il le fait parfois de manière un petit peu à la hussarde, comme on dit, relativement rapidement, que ce soit la fiche entreprise, mettre à jour ou même l'étude de poste. Je dirais que non, je dirais que non, mais j'allais dire sous réserve de solutions jurisprudentielles par rapport à l'inaptitude. Et quand bien même il y avait en fait on va dire, imaginons qu'il y ait une erreur ou de mauvaise diligence du médecin, ça pourrait arriver effectivement. Et si le licenciement devait être déclaré abusif, ben, j'imagine que l'employeur aurait la possibilité, sur ce motif-là, peut imaginer que l'employeur puisse se retourner contre les services de la médecine du travail. J'imagine. Mais j'en suis pas sûr. Mhm. Merci beaucoup. Alors, on a Juste, Valérie. juste une Oui, bien précision. sûr. C'est vrai que et on insiste beaucoup auprès de nos clients quand ils sont confrontés à une situation probable d'inaptitude et surtout dans une hypothèse de visite de reprise, et d'où l'intérêt de ces interventions matinales, on insiste lourdement sur le fait que l'employeur se doit d'être très présent intellectuellement, bon, des choses, oui, mais en tout cas très présent intellectuellement vis-à-vis du médecin du travail pour bien s'assurer que tout sera en règle, hein, à la fois l'étude de poste, l'indication, enfin, l'échange, le fameux échange qui a lieu à un moment donné, qui est cité dans la vie d'inaptitude et qui est prévu par le Code du travail. Il faut que que l'employeur, pardon, pose les bonnes questions et s'assure que le médecin du travail va effectivement respecter l'ensemble de ses obligations. Donc, dit autrement, c'est être proactif, que l'employeur ne subisse pas et soit dans un mouvement d'action et qu'il puisse être un très bon interlocuteur vis-à-vis du médecin. Et généralement, quand l'employeur est préparé comme tout le monde le sera à l'issue de cette matinale, généralement, le médecin est très vigilant à la rédaction de son avis d'inaptitude et très vigilant aussi à l'étude de poste et à l'actualisation de la fiche entreprise. Donc, ne pas subir, d'être proactif et montrer au médecin du travail que on a aussi, nous, compris les enjeux d'une éventuelle déclaration d'inaptitude. Après, souvent, on a un peu du mal à les joindre, on a un petit peu du mal à se mettre en contact avec eux, mais effectivement, je rejoins Giovanni, il ne faut vraiment pas laisser à l'abandon cette procédure, mais vraiment insister pour avoir cet échange avec le médecin pour bien être en bonne corrélation sur ce qui est attendu, ce qu'on peut faire et comment on peut le mettre en place. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, on avait Valérie qui se demandait si toutefois le résultat de l'examen médical de l'intéressé suggère un changement de poste vers un poste moins qualifié, ou en tout cas si ça lui est proposé, donc normalement moins rémunéré, l'employeur peut-il imposer un changement de contrat et un changement de rémunération en conséquence? Alors, la réponse est non, bien évidemment. La réponse est non, puisque effectivement, l'employeur aura pris attache avec le médecin du travail pour valider bien sûr la proposition de reclassement, y compris sur un poste inférieur, la priorité étant un poste équivalent, à rémunération équivalente, bien évidemment, mais en imaginant qu'il n'y a que cette possibilité de reclassement, première étape, c'est de valider avec les médecins du travail, bien sûr, valider avec le proposer au CSE avant de le proposer au salarié. Et une fois qu'on le propose au salarié, bien évidemment, le salarié est en droit de refuser
la solution de reclassement que lui adresse l'employeur, au motif que tout simplement, on touche à un élément essentiel du contrat, c'est-à-dire la rémunération ou bien le poste, et ça nécessite bien évidemment l'accord du salarié. Ce qui me permet de faire un lien avec la notion Marie tout à l'heure évoquait le fait qu'on pouvait s'exonérer du paiement de l'indemnité légale doublée en matière d'inaptitude d'origine professionnelle lorsque le refus du salarié est abusif. Et dans l'hypothèse d'une solution de reclassement comme celle que vient de décrire Valérie, sachez que le caractère abusif n'a pas été retenu par les juges dans l'hypothèse où la solution de reclassement en fait, emporte modification du contrat de travail. Donc, dit autrement, un salarié qui se verrait être dans le cas de figure d'une inaptitude d'origine professionnelle avec une solution de reclassement à un poste inférieur, emportant modification du contrat, on se retrouverait non pas dans un licenciement, dans un refus abusif, mais dans un refus qui occasionnerait quand même le versement des indemnités de rupture, on va dire, avantagées, attachées au caractère professionnel de l'inaptitude. Donc, pour terminer, excusez-moi d'être long, mais la réponse, c'est effectivement, il faut faire un avenant et le salarié est en droit de refuser dès lors qu'on touche à la rémunération ou bien à ses fonctions de manière substantielle. Oui. Merci beaucoup. On a Élodie qui se demande, on disait tout à l'heure que même les postes en CDD devaient être proposés aux salariés. Donc, elle se demande, pour les postes en CDD, que devient le salarié à la fin du CDD? Est-ce qu'il y a peut-être une obligation de reproposer autre chose? Enfin, voilà. Qu'est-ce qui se passe après? Oui, non, mais oui, elle a raison de souligner, c'est un petit peu ubuesque, c'est presque kafkaïen, mais j'allais dire dans la vraie vie, alors c'est une solution jurisprudentielle qu'on a à peu près tous retenue, certes, mais je suis pas certain que dans la vraie vie ça se produise réellement, mais il n'en demeure pas moins que l'employeur se doit de faire des propositions de reclassement y compris sur les emplois précaires. Mais la logique voudrait que, en réalité, à l'issue du CDD, le CDD s'interrompt. Bien évidemment, c'est la logique et la mécanique, on va dire, cohérente, rigoureuse. Mais c'est vrai que le scénario est un peu kafkaïen, c'est un peu étrange. Et généralement, quand bien même l'employeur devait proposer ce type de reclassement sur un emploi type CDD, il est rare que le salarié accepte. Préfère effectivement bénéficier des indemnités de rupture, on va dire, auxquelles il peut prétendre à l'issue de l'inaptitude et prétendre ensuite à l'assurance chômage et tourner la page, mais pas forcément accepter une solution de reclassement. Mais il n'en demeure pas moins que pour que l'employeur puisse montrer patte blanche en matière de son obligation de reclassement, il est important qu'il le fasse. Et j'insiste aussi sur cette notion de reclassement. Il est important de souligner qu'on parle de reclassement sur des postes disponibles. L'obligation, oui. Tout à l'heure, Marie en a parlé, mais relativement rapidement, vu le format de notre matinale, il n'est pas question, enfin la jurisprudence, en tout cas à ce stade, n'oblige pas l'employeur à créer un poste. Non, mais par contre, on avait évoqué quand même effectivement la possibilité de mettre en place des formations auprès du salarié pour s'adapter effectivement à un poste disponible, mais qui n'est pas tout à fait en phase avec les compétences actuelles du salarié, quoi. Donc, avec des possibilités de formation pour que la corrélation puisse se faire. Merci beaucoup. Alors, peut-être 2 dernières questions, parce que sinon, on y passerait beaucoup plus de temps, malheureusement. Une question qui nous demande si un salarié est en invalidité et que le médecin du travail ne prononce pas une inaptitude, mais préconise une reprise du travail à temps partiel, quelles sont alors les obligations de l'employeur dans ce cas-là? Alors, dans cette hypothèse, on écarte bien évidemment tout ce qu'on a raconté ce matin, l'inaptitude, une procédure d'éventuel licenciement pour inaptitude. Donc tout ce qu'on a développé en termes de reclassement, en termes de licenciement, ça définitivement écarté, puisque vous l'avez bien compris, la compétence du médecin du travail en matière d'inaptitude est majeure dans notre affaire. Donc pas de déclaration d'inaptitude du médecin du travail empêche bien évidemment toute hypothèse de licenciement. Dans l'hypothèse où le médecin du travail, effectivement, préconise, il est important que l'employeur déjà tienne compte des recommandations du médecin. Et là, normalement, il devrait pouvoir d'une certaine manière, s'astreindre à respecter les recommandations. Et ce ne serait que dans l'hypothèse
dire, d'un empêchement avec des raisons objectives, mais ça suppose qu'il y ait une interpellation réciproque entre le médecin et l'employeur, que l'employeur se justifie pour expliquer au médecin du travail qu'il n'est pas en mesure de respecter les recommandations. Alors là, il faudrait rentrer un peu plus dans les détails, bien évidemment, hein. C'est des situations un petit peu très, très particulières et ça nécessiterait déjà un échange avec le médecin du travail, voire une rencontre sur site, pour bien comprendre ce qu'a en tête le médecin du travail. Il est clair qu'il est toujours délicat d'aller à l'encontre des recommandations du médecin dans ce genre d'affaires. Merci beaucoup et peut-être, la dernière question, je crois l'avoir vue à plusieurs reprises, donc je pense que c'est peut-être bien de l'évoquer. On nous demande quel risque pour l'employeur si la maladie professionnelle et inaptitude est reconnue après une rupture conventionnelle avec un salarié. Alors dans ce cas-là, c'est précisé que l'ARC est à l'initiative plutôt du salarié, mais je crois que voilà, j'ai vu, cette histoire de rupture conventionnelle à plusieurs reprises. Est-ce que c'est compatible? Comment ça peut se passer? C'est une bonne question. Une bonne question parce que je me la suis posée il n'y a pas si longtemps. Je trouve que la Cour de cassation, alors bizarrement, admet, en théorie en tout cas, la possibilité d'envisager une rupture conventionnelle de manière concomitante avec l'inaptitude. C'est assez étrange comme solution jurisprudentielle, parce qu'on voit mal un petit peu un salarié accepter une rupture conventionnelle dans l'hypothèse, par exemple, d'une inaptitude d'origine professionnelle. Les indemnités étant relativement conséquentes, on a du mal à imaginer que le salarié l'accepte. Mais je ne trouve plus les références de la FED. Je crois qu'il y a un arrêt de Cour de cassation qui admet, a priori, à condition que le consentement soit respecté, hein, possible d'envisager une rupture conventionnelle dans un contexte d'inaptitude. Ça paraît étrange parce j'ai dû me demander si je l'ai fait une fois parce que ça me rappelle des souvenirs, parenthèse fermée. Mais pour revenir à la question posée, effectivement, si l'inaptitude est reconnue postérieurement, on peut être dans le cadre d'un contentieux, hein, puisque je vous rappelle qu'à l'issue de l'homologation, le salarié a 1 an pour contester la rupture conventionnelle sur le consentement. Et c'est là que le litige pourrait se nouer autour de l'idée que le salarié a accepté une rupture conventionnelle par en toute connaissance de cause. Qu'en réalité, on ne lui avait pas expliqué que dans le cadre d'une inaptitude d'origine professionnelle, puisque c'est le cas de figure qui est envisagé, il aurait dû toucher en réalité le double de l'indemnité légale et l'indemnité compensatrice de préavis. Donc on peut imaginer un possible contentieux sur le consentement à l'issue de la rupture conventionnelle. Donc très très grande vigilance dans cette hypothèse d'un licenciement pour d'une rupture conventionnelle dans un contexte d'inaptitude. Là, je mettrais de gros bémols, on va dire, quand bien même, et je suis désolé, mais je ne trouve pas les références de l'arrêt, quand bien même la Cour de cassation semble accepter au même titre qu'un licenciement, qu'une rupture conventionnelle pendant une période d'accident du travail, une maladie, autorise une rupture conventionnelle dans ce contexte. Merci beaucoup. Encore un grand merci à tous les deux pour cette présentation. Merci à vous qui nous avez écoutés. Voilà, on a essayé de répondre au plus de questions possibles. Encore une fois, n'hésitez pas vraiment à nous solliciter pour évoquer peut-être vos situations de manière plus spécifique et qu'on puisse vous accompagner. Cette matinale est disponible en replay. Et le document est téléchargeable, donc vous pourrez aussi y revenir. Mais il nous reste à vous souhaiter une très bonne journée et à vous dire à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.